Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet dont tu seras la référence puisqu'on va parler d'enregistrement de basse et de basse en général. C'est ça. Donc ici on parle bien de basse acoustique parce que bon à l'heure actuelle les basses c'est souvent synthétique. Mais pas que. Mais pas que. Voilà. C'est vrai qu'il y a une petite résurgence des basses acoustiques dans certains styles, dans pas mal de styles même. Donc voilà, ça me semble pertinent. Et puis comme je suis bassiste, Ça tombe bien. ça tombe pas mal. Voilà. Donc écoute, on peut peut-être commencer par le tout premier conseil que moi-même je vais donner parce que c'est un conseil qu'on a déjà donné plusieurs fois mais qui est valable pour ça aussi. Mais avant d'entrer en studio pour enregistrer votre basse, d'abord quelques semaines avant, Changer les cordes. Changer les cordes, voilà, c'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que des vieilles cordes, eh ben, ça sonnera jamais. Les vieilles vraiment cordes bien. ça sonne pas bien et des cordes trop neuves ça sonne pas bien. Ce Donc, qu'il y a avec voilà. les cordes neuves, c'est pas que ça sonne pas bien, c'est que ça se désaccorde très vite. Alors non seulement ça mais ça a aussi un son assez métallique en fait. Mm. En fait on parle d'une basse donc ici ça va forcément être des cordes en acier. Mm. Là où la guitare ça peut être aussi des cordes en nylon. Mais ici les cordes en acier au tout début avant de les avoir utilisées un petit peu ça va sonner très très métallique. Donc ça va avoir un son vraiment différent du son habituel que vous voudriez avoir. Donc c'est bien de les utiliser un tout petit peu avant d'arriver en studio quoi. 2 semaines ça me paraît vraiment pas mal quoi. Ok. Faisons peut-être une petite aparté sur les types de basses qu'on peut trouver. Ouais. Alors il y a évidemment les basses acoustiques mais ça c'est assez rare. On s'en sert assez peu à l'heure actuelle. Déjà parce que ça n'a pas un output acoustique incroyable, ça sonne pas hyper fort, etc. Même si c'est sympa, moi j'aime assez bien les acoustiques, c'est un son un peu plus claquant. Mais à l'heure actuelle, on va surtout utiliser des basses électriques. Oui. Il y a aussi les contrebasses évidemment, mais bon ça c'est C'est un autre registre, on va voilà, pas en c'est parler. autre chose. Moi, je m'y connais pas trop en contrebasse donc on va pas en parler. Mais voilà, on va surtout utiliser des basses électriques. Il y a aussi des basses semi-acoustiques, donc des semi-caisses avec des ouïes et tout ça. Mais pareil, ça c'est plus pour le style qu'autre chose. En général, on s'en sert pas vraiment beaucoup, quoi. Et, au niveau des basses électriques, il y a plusieurs types. Il y a évidemment les grosses marques de d'habitude. Mais les basses, c'est un peu plus hétérogène que la guitare. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui vont pas forcément être connues pour la guitare, etc. Mais qui en basse ont une petite renommée, etc. Donc il y a évidemment Fender, qui est la marque de base que beaucoup de gens ont. Donc dans tous les groupes de rock, tout ça, souvent ça va être une Fender, ou en tout cas dans la plupart des groupes de rock, ça va être une Fender. Et dans les Fender, il y a deux gros styles. Il y a les précisions qui sont donc celles qu'on voit souvent, tu sais, avec les deux côtés en pointe et puis Ouais. un peu ronde en dessous, assez droite. Et il va y avoir les jazz bass qui sont un peu plus penchées, enfin elles donnent un peu une impression d'un peu, un peu Je vois, penchées, je voilà. vois de quoi tu Donc, parles. historiquement, les jazz bass c'est arrivé avant les précisions. Les précisions ça a été inventé plutôt pour le rock, etc. Alors que les jazz bass c'était utilisé pour tout ce qui était blues, jazz et tout ça. Et donc ça c'est vraiment 90% de ce que vous écoutez c'est fait avec une Fender de façon générale. C'est un son que tout le monde connaît, c'est un très bon son. En général on va pas chercher trop loin quand on va chercher une Fender, on est sûr qu'on va avoir du bon son de basse, etc. Évidemment, Squier, ce sera moins bon qu'une Fender mexicaine, qui sera moins bon qu'une Fender américaine, comme à peu près tout le temps. Mais voilà, ça reste assez bon quoi qu'il arrive. Il y a Gibson aussi, mais qui sont un peu moins actifs dans le monde de la basse. Il y a juste un modèle et demi qui sont vraiment très populaires. Il y a la Thunderbird, donc la Thunderbird, celle qui est un peu toute ronde. C'est comme une Explorer en guitare, mais vraiment tout arrondi sur les côtés. Je sais pas si tu vois. Non, moi je ne savais même pas que Gibson faisait des basses. Pour te Ah dire bah la voilà. vérité. Pourtant la Thunderbird, elle est assez connue. Elle est brune, tout ça. C'est une forme assez spécifique. Mhm. Et il y a c'est une de type SG, tu vois les guitares SG, genre vraiment très pointues, Ouais. rouges, comme AC/DC quoi. Ouais. Bah, il y a une basse comme ça de chez Gibson qui est assez connue, qui a été pas mal utilisée dans des groupes de rock des années 70 et tout ça. Voilà. Et puis pour le reste, les basses c'est un peu freestyle. C'est souvent des trucs qu'on connaît pas, genre Sandberg, qui est une marque faite main en Allemagne. Il y a Bacchus, qui est une marque faite main au Japon. C'est souvent des trucs comme ça, un petit peu plus spécifiques. Et avec des lutheries un peu étranges, des fois, des formes que moi j'aime pas spécifiquement, mais qui sont là. Et donc moi en général si vous connaissez pas trop je vous conseille Fender, si vous voulez commencer la basse et tout ça. Moi je conseille Fender, c'est jamais mauvais Fender. Et sinon je vous conseille un peu plus de recherche. Moi j'ai une Sandberg par exemple, j'aime beaucoup.
Mais je sais qu'il y a énormément de marques de basse et il faut écouter un peu ce qui nous plaît. Il y en a qui sont plus orientés métal, il y en a qui sont plus orientés jazz, etc. quoi. Ok, bah, c'est comme dans toute façon, prenez les grands groupes que vous aimez dans le style que vous aimez. Vous regardez ce qu'ils vous ont, regardez ce vous qu'ils prenez ont, pareil, hein, c'est ça. Hein, 90% du temps, ça va être une Fender. Hein, je peux pas vous mentir. Vraiment, Fender, il a le marché de la basse depuis très longtemps. ouais. C'est pas vraiment prêt de s'arrêter. Sauf pour les bassistes de studio, ils ont d'autres trucs, quoi. Ils ont vraiment d'autres types de basses. Ah, il y a Rickenbacker aussi, dont j'ai pas parlé. Mais c'est la basse de Paul McCartney. Il a une Rickenbacker. Il a aussi une violine basse qui est une basse très très légère, qui est faite par Hofner, qui ressemble un peu à un violon, genre. Ouais. Il a eu les deux. Et une Rickenbacker, moi j'en ai eu une ici au studio pendant quelques temps. Et franchement, je trouvais pas que ça sonnait si bien que ça en fait. Et pourtant, c'est une marque très connue. Ouais, je sais, hein, mais. Voilà. Mais c'est peut-être les spécificités. Moi j'aime bien les basses un peu rondes et tout ça. Ah oui, alors ça c'est un peu plus rentre dedans. Ça, ouais, c'est un peu plus rentre dedans, un peu plus claquant, les Rickenbacker. Si tu veux des basses bien rondes, il y a aussi Music Man. Ouais. Qui avait. J'ai entendu aussi. Music Man, c'est les basses de Flea de Red Hot Chili Peppers. Ah ouais. Qui maintenant a fait sa propre marque qui s'appelle Flea d'ailleurs. Mais à la base, ils utilisent des Music Man. Il y a les Ibanez aussi qui sont vraiment pas mal et souvent le rapport qualité-prix pour les Ibanez sont assez bonnes. Mais Ibanez, c'est soit penché vers le jazz, soit vers le métal. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Ouais, quoi. c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc voilà. Ok, je vais te couper parce que sinon on va passer 3 heures sur les marques de basse. Les marques de basse. Bon, évidemment, comme les guitares, souvent la basse est associée à un ampli. Ouais. C'est plus facile que les guitares parce qu'il n'y a pas de tête d'ampli. Tout ça, souvent, c'est des combos. Hein, souvent, c'est des combos. Alors, il existe aussi les têtes d'ampli, etc. Hein. Et d'ailleurs, si vous êtes spécifié, si vous êtes spécifié en studio, donc si vous êtes un musicien qui veut faire que du studio, bah, je vais vous conseiller de prendre uniquement une tête d'ampli en fait, pas de combo, ça va pas servir à grand chose parce qu'on va la brancher en DI et on va récupérer le son de la tête d'ampli. Oui, il faut savoir qu'en studio, c'est quand même très courant de ne pas utiliser de micro et d'enregistrer que la DI en fait. Soit on fait les deux, soit on prend que la DI et si vous avez une tête d'ampli, on va prendre la tête d'ampli et la DI en plus. Ouais, ça. Donc c'est pour ça qu'en fait le combo il est pas très utile parce que si on a le son de la tête d'ampli, le combo on s'en fout un peu. Le woofer on s'en fout un peu quoi. Et en général les woofers basses il faut vraiment aller déjà dans du bon haut de gamme pour avoir un truc très bien. Donc parmi les marques les plus connues, il y a Ampeg qui est très connu, qui a des très bons sons. Il y a je me trompe, j'allais dire Music Man, mais ils ne font pas d'ampli. Il y a Marque Bass, voilà, c'est ça que je cherchais, qui est une marque fabriquée en Italie, très légère et assez bonne. Et il y a d'autres trucs, il y a Fender et tout ça, hein, évidemment. Fender qui fait des bons amplis de basse aussi. Moi personnellement j'ai un Ashdown chez moi et j'aime beaucoup. Ashdown c'est une marque anglaise qui est fabriquée en Grande-Bretagne et qui a un très bon rapport qualité-prix. C'est un petit prix pour un très bon son, mais ça c'est pour du live, parce que si vous faites pas du live, en vrai choisissez plutôt une tête d'ampli avec des lampes par exemple qui va donner une couleur différente à votre basse. Alors ça coûte un peu cher, mais imaginons. Et là, on pourra donc du coup récupérer ce son-là avec une DI, quoi. Ok, mais celui qui a pas un bon combo ou qui a pas une bonne tête d'ampli ou qui a pas de bon ampli tout court, ouais. En fait, en studio, on peut faire sans. On peut faire sans. Si vous avez juste une bonne basse qui sonne bien, voilà. Juste en DI, ça sera vraiment déjà pas mal en fait. En plus, il y a aussi tout le côté simulation d'ampli qu'on peut nous importer. On peut aussi avoir des simulations d'ampli, tout à fait. Style Amplitube qui fait aussi des simulations. Ouais, donc sur Amplitube, on retrouve notamment des Fender et on retrouve des Ampeg. Et je crois qu'on retrouve un EBS qui est aussi une assez bonne marque. Voilà. Maintenant, si vous avez un bon ampli ou une bonne tête d'ampli, comment est-ce qu'on s'y prend pour enregistrer donc cette basse ? Alors, assez facilement. Donc, si on a un ampli, donc un combo, imaginons on a un combo, donc on a le baffle qui va avec, eh bien le micro, on va prendre un ou deux micros, dépendamment de ce qu'on veut avoir, et on va le placer sur le cône de façon à ce qu'on veut avoir. Donc, le cône, donc expliquez un peu pour les. Donc quand vous visualisez le baffle, il y a un centre, donc le centre qui est tout noir, un peu comme ça, c'est ce qu'on appelle le centre du cône, et ce qui se développe autour, c'est le cône. Donc tout simplement, donc il y a les extrémités du cône qui sont l'extérieur, et puis l'intérieur du cône qui se rapproche de la petite boule noire au centre, quoi. Ok. Donc le centre, c'est vraiment la boule noire du haut-parleur, quoi. C'est ça, tout à fait. Et alors plus on se rapproche du centre, comme les guitares, plus on va avoir un son aigu, plus on est sur
sur les extrémités, plus on va avoir un son rond, quoi, finalement. Ok. Et donc du coup, moi, souvent, quand j'enregistre des basses, j'aime bien mettre un SM57 sur le woofer, parce que ça va offrir les hauts médiums. En fait, ça va venir chercher les hauts médiums qu'on retrouve pas facilement sur une basse. Et les basses, je vais utiliser la DI pour avoir les basses de la basse, quoi, finalement. Et sinon, on peut mettre aussi un micro kick, mais moi, ça, j'aime pas du tout le faire. Personnellement, j'ai jamais trouvé ça beau. On peut mettre un micro qu'on utiliserait pour le kick sur les combos, enfin sur les baffles. Mais c'est un son vraiment trop rond, pas beau, trop bas médium, dégueulasse, pas ouf. Voilà. Ok. Donc toi, tu conseilles pas. Non, moi je conseille plutôt un SM57 et à la limite un MD421 de Sennheiser si vous avez ça sous le bras. Ça sonne vraiment plutôt Mais pas bien mal sûr. avec les basses. Et voilà. Ouais, je conseille plutôt un truc dynamique déjà et pas forcément un truc de kick, quoi. Voilà, simplement. Ok. C'est marrant parce que moi, on m'a toujours appris justement à mettre un micro de kick dessus. Et ouais, mais moi j'aime pas du tout. Je sais qu'il y en a plein qui le font, mais moi j'aime pas du tout. Et dans les studios, dans les gros studios en général, ils font pas non plus. Ok. Ouais, ils mettent plutôt un SM57 ou un truc comme ça. Un SM7B par exemple aussi sur les basses, ça marche assez bien. coûte cher. SM7B, tu parles du micro dans lequel je suis en train de parler là. Tout à fait, ouais. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Et mais sinon, en vrai, de toute façon, ce qui va compter le plus, c'est le son direct de votre basse, la DI, ce qu'on reprend aussi en live. Hein, d'ailleurs, souvent on prend en DI le live, on prend pas le son de l'ampli. Alors concrètement, tu fais comment pour parce que une fois que tu as ton jack qui est de ta basse et que tu le branches, je te pose des questions, je connais les réponses, mais Ouais, vas-y. mais donc quand tu as ton jack de ta basse qui rentre dans ton ampli, Ouais. après comment tu fais pour récupérer ce son en DI quoi? Ah bah alors, on va la débrancher. Voilà, après vous jouez plus. Non, évidemment, alors du coup, après on prend le jack. En fait, dans la DI, il y a un input où on va mettre donc le Donc jack faut un de la boîtier basse. DI spécifique. Voilà, C'est ça que je voulais que tu dises en fait. Simplement. Ah oui, il faut une DI quoi. Voilà. Alors, si vous savez pas ce que c'est une DI, c'est ce qu'on appelle un boîtier de direct. En fait, c'est une petite boîte qui va permettre de symétriser le signal. Donc, ça va permettre de mettre un jack dedans, de récupérer un XLR, en fait. Voilà. Et ça va prendre le son directement de l'instrument qui sort dedans, quoi. Et souvent il y a une deuxième sortie justement pour retourner dans Pour l'ampli. retourner dans l'ampli, c'est ça. Voilà. Donc, input dans la DI. Le through, c'est pour aller dans l'ampli. Et le output, c'est pour aller dans la carte son. Voilà. Et ça, on va quand même faire une petite parenthèse là-dessus, mais les DI, il y en a aussi de qualités différentes et de prix différents. Ça peut aller du simple Alors, au centuple. Ça dépend de ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez une DI active, donc une DI qui a besoin de courant, donc il y a deux types de DI, il y a des actives et les passives. Les actives, elles ont besoin d'alimentation de 48 volts parce que les circuits dedans fonctionnent, elles font quelque chose sur le son. Et puis il y a les passives où en fait elles récupèrent juste le signal et elles l'envoient. Donc techniquement, c'est beaucoup moins important d'avoir une passive de bonne qualité qu'une active de bonne qualité. Alors attention, il ne faut pas prendre la première merde venue même pour la passive, mais ça sert à rien d'avoir une passive très très haut de gamme. Ça sert à vraiment juste à rien du tout. Le signal ne va pas sortir mieux, quoi. Dans quel cas on va utiliser une passive et dans quel cas on va utiliser une active? Je comprends pas très bien. Alors les passifs, ça va souvent être en live parce que souvent ils n'ont pas envie de dénaturer le son de ta basse. Donc ça veut dire qu'ils vont te mettre une passive. Déjà ils n'ont pas envie d'amener du courant sur scène parce que déjà les musiciens ils prennent tous les multiprises et tout, c'est ultra chiant. Donc ils vont te mettre une passive. Alors en studio, si tu as envie d'avoir un son de basse spécifique, bah, tu vas utiliser une active parce que justement ça va changer un peu le son, l'active. Et donc ça c'est assez agréable. Par exemple ici on a plusieurs DI différentes et on en a notamment une qui est à lampe. Exactement, donc ça c'est une active parce qu'elle a besoin de courant de toute façon pour faire fonctionner les lampes, hein, quoi qu'il arrive. Et donc du coup derrière c'est un circuit actif. Et donc du coup ça va arrondir un peu le son de basse, ça va lui rajouter de la chaleur, etc. Et donc moi si je suis bassiste débutant et que je veux m'enregistrer, j'ai tout intérêt à commencer par acheter une active ou une passive? Moi je dirais une passive, hein. Ça coûte moins cher. Et surtout, si tu es content de ton son de basse, il n'y a pas de raison de vouloir le dénaturer tout de suite. Là. Ok, alors je vais poser une question débile dont je connais la réponse. Mais et si j'ai un son de basse merdique, est-ce que acheter une active, ça m'aidera? Non. Voilà. Rappelle la règle d'or, s'il te plaît. Shit in, shit out. Hein. Si c'est de la merde au début, ça restera de la merde quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de souci. On ne le répétera jamais assez. Effectivement. Alors on pourrait croire que la base, les sons de basse, c'est pas très important, mais en vrai, avoir un bon son de basse, ça joue beaucoup. Si on a un son de basse tout merdique qui s'étend juste sur les médiums et qu'il n'y a pas de bas médium, par exemple, bah, c'est de la merde, on va pouvoir rien faire avec. Et, donc vraiment, choisir une basse qui vous convient, c'est assez important, quoi.
Ok, est-ce qu'on a parlé d'autre chose? Accorder sa basse. Alors évidemment, hein, accorder sa basse pour les cordes, moi je prends des GHS basse boomer, mais il y en a d'autres qui sont très bien, les Elixir notamment, etc. Elles coûtent un peu plus cher, mais c'est pas mal, les Warwick aussi. Un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a deux types de basses électriques, il y a les passives et les actives aussi, comme les DI finalement. Donc, Ça change quoi, encore une fois? en gros, sur les basses actives, il y a un égaliseur qu'on peut utiliser. Ok. Et sur les basses passives, il n'y en a pas, c'est juste un bouton de tone et de volume comme sur les guitares quoi finalement. Et les actives, elles ont besoin d'une pile, et les passifs pas, simplement. Et il y a des actifs qui ont un switch où on peut passer entre actif et passif pour mais cas où on a plus de j'ai envie pile, de dire, un équaliseur, qu'est-ce qu'on s'en fout au studio, puisqu'on peut équaliser après. Ouais, c'est pour le live. En Donc studio, on s'en fout. bah, en vrai, c'est cool, comme je vous dis, c'est bien de forger votre propre son avant d'arriver en studio, d'avoir un bon son avant d'arriver en studio. Donc si vous avez un son qui vous plaît beaucoup et qui s'accorde bien avec tous les autres instruments de votre groupe et qui est de bonne qualité avec les cues, autant le laisser. À ce moment-là, autant prendre le parti pris de le laisser. On va pas laisser ce travail-là à l'ingénieur du son en espérant retrouver le son qu'on aime bien avec les cues, quoi. Autant le laisser, quoi. Après, si on n'a pas une basse active en studio, c'est pas grave, quoi. Et de toute façon, si votre son est pourri avec parce que vous avez mis un EQ complètement n'importe nawak, alors si votre son est pourri à cause de l'ingénieur l'EQ, du son pourra vous le dire, vire ton EQ, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Au pire, il pourra dire genre arrête, mets tout à zéro, ou alors passe en switch passif, comme ça on est bon, on n'a pas l'EQ dégueulasse que t'as fait. Et, bon, il vous le dira pas comme ça, mais c'est ça qu'il va penser, quoi. Et du coup, voilà. Donc commencez avec les réglages que vous avez l'habitude, et puis laissez-vous guider par le bon ingénieur du son qui vous enregistrera. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de tout? Moi, je vais juste raconter une petite anecdote. Ah oui, j'aime bien les anecdotes, vas-y. Attends, je mets ça là, attends, vas-y. Il y a une bassiste, il y a un bassiste qui s'appelle Leland Sklar, il a un nom très très marrant. C'est un vieux monsieur avec une très longue barbe blanche qui joue dans ZZ Top. Pas du tout. il est musicien de studio 100%, il a toujours été, il a jamais fait d'autre chose que des musiciens du studio. Des fois, il fait même en fantôme, donc c'est-à-dire qu'on ne met pas son nom alors que c'est lui qui a joué. Et lui, donc, il a une basse un peu spécifique. J'ai oublié la marque de la basse. Il y a tellement des marques de basse un peu bizarres. Et donc, du coup, il joue très très bien. Monsieur Sklar, c'est un très très bon bassiste. Et une fois en studio, on lui a demandé de jouer d'avoir un son plus sensuel sur sa basse. Est-ce qu'il pouvait avoir un son plus sensuel sur sa basse? Alors, regard sérieux, il enclenche un switch sur sa basse, il joue, et là, tout est plus sensuel, tout est mieux. Il a avoué après que le switch, en fait, c'est un ajout qu'il a fait, qui n'est relié à rien sur la basse. Donc en fait ça ne change rien, c'est juste quand on lui fait des demandes bizarres auxquelles il ne saurait pas répondre, il enclenche le switch et là il y a une sorte de truc ça peut être un switch de tout, quoi, un peu plus d'attaque, d'accord. Ouais, c'est ça, voilà, il va switcher et puis switch magique, quoi. Switch magique. Donc quand on lui fait une remarque et qu'il se dit genre ça veut rien dire, il enclenche le switch et comme ça le mec il est content, quoi. Voilà, il a fait quelque chose, c'est un peu plus sensuel, je sais pas, voilà. Et donc voilà. Je trouvais ça drôle comme. Mais c'est très drôle. Voilà. Il faudrait la même chose pour nous. Il faudrait des switches qui servent à rien. Ouais, on va penser à ça. Mais on a dévoilé le secret maintenant. Donc, voilà. Ne le divulguez pas à tout le monde, comme ça on pourra l'utiliser. Si un jour vous débarquez au studio ici, au studio Bluemix, et que vous nous demandez quelque chose d'un peu saugrenu et qu'on enclenche un bouton et qu'on vous dit ça y est, c'est bon, peut-être que ce sera ça. Non, on l'a vraiment fait, c'est vrai, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, croyez-moi. Eh ben très bien, on va conclure ainsi alors du coup. Eh ben oui, on peut arrêter là-dessus. Eh ben vas-y, dis-nous. Eh ben je vous souhaite bon appétit et salut. Ciao.